L'année 2021. Grand Junction, Colorado, États-Unis. Une petite ville où la vie suit son propre rythme. C'est ici, dans l'une des maisons tranquilles en banlieue, que grandissait Brian Coey, un jeune homme de 19 ans. Pour les voisins, il n'était qu'un adolescent parmi d'autres. Silencieux, poli, bien que quelque peu réservé. Personne ne se doutait pourtant que derrière cette façade se cachait une immense obscurité. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Brian était un introverti. Il réussissait bien à l'école et adorait les sujets criminels. Il dévorait des livres sur les tueurs en série, se passionnait pour l'analyse des crimes et les détails des enquêtes policières. Il envisageait même de devenir détective dans le futur. À la maison, il ne suscitait aucune suspicion non plus. Ses parents le décrivaient comme calme, bien qu'il ait quelques problèmes émotionnels. Depuis son enfance, il avait été diagnostiqué avec un TDAH et des troubles du spectre autistique, ce qui affectait souvent ses relations avec ses pairs. C'était un solitaire, préférant passer du temps seul dans sa chambre plutôt que de sortir faire la fête avec ses amis, plongé dans des histoires sombres. Rien ne laissait cependant penser que Brian cachait en lui quelque chose de plus qu'une simple fascination pour les crimes. Quelque chose qui allait bientôt mener à une tragédie. Warren Barnes, 69 ans, était connu dans la communauté locale comme un passionné de lecture. Presque chaque jour, on pouvait le voir sur la rue principale de Grand Junction, assis sur une chaise en bois, un livre à la main, absorbé par ses pensées et sa lecture. Sur de nombreuses chaînes étrangères, Warren est à tort présenté comme un sans-abri. Pourtant, il ne l'était pas, bien que beaucoup le croyaient, principalement à cause de ses vêtements usés et du fait qu'il passait la majorité de ses journées, et parfois même certaines nuits, en plein air. Warren travaillait à temps partiel et louait une chambre dans un motel bon marché. Il était discret, poli et ne dérangeait personne. Pendant ce temps, l'obscurité qui mûrissait en Brian depuis des années allait enfin trouver un exutoire. Le 1er mars 2021. Ce jour-là, la propriétaire du salon de mariage à côté duquel Warren passait ses journées remarqua son absence. Madame Monique, qui permettait depuis des années à l'homme de s'asseoir sur une chaise en bois derrière son établissement pour lire et passer de longues heures en silence, s'inquiéta. Warren Barnes, pour pouvoir payer sa modeste chambre dans un motel, aidait la propriétaire d'une agence de travail temporaire locale avec des tâches ménagères et l'entretien des lieux autour du salon. Depuis 4 ans, il se rendait ponctuellement à son travail, toujours à la même heure. Cependant, ce jour-là était différent. Les employés de l'agence appelèrent le salon de mariage pour demander si Madame Monique avait vu Barnes. Elle répondit par la négative. Les deux parties trouvèrent cette absence, venant d'un homme qui incarnait la routine, particulièrement inquiétante. Le même jour, Monique décida d'agir. Elle publia un appel à l'aide sur ses réseaux sociaux pour retrouver Warren. Une photo de l'homme circula rapidement dans les groupes locaux, et les premiers commentaires commencèrent à apparaître sous son post. Principalement de personnes qui le connaissaient de vue, cependant, personne ne savait ce qui lui était arrivé. 2 jours auparavant, quelque chose d'étrange s'était produit dans une autre partie de la ville. Vers 3 heures du matin, près de la rivière Colorado, la police fut appelée. Il s'agissait d'un véhicule partiellement immergé dans l'eau. Sur place, les policiers trouvèrent le jeune Brian Coey, accompagné de ses parents. Le garçon expliqua qu'il était sorti de chez lui pour prendre l'air et que, lorsqu'il s'apprêtait à repartir, en essayant de sortir de la rampe pour bateau, où il avait garé sa voiture, le véhicule avait glissé dans l'eau. Les policiers considéraient cela comme un malheureux accident. Ouais, on lui a fait attendre presque 18 ans avant qu'il n'obtienne son permis de conduire. Parce qu'on ne voulait pas qu'il ait d'accidents comme ceux qu'on voit quand ils ont 16 ou 17 ans. D'accord. C'est ton fils ici? Oui, c'est Brian. Et partenaire, viens, parle-moi un peu. Bien sûr, mais je suis vraiment froid. Est-ce que ça va si c'est dans la voiture? Il a enlevé son pantalon parce qu'il est habillé en... C'est bon. Je ne savais pas ça. Non, reste dans la voiture, s'il te plaît. D'accord. Personne d'autre dans la voiture? Non, non, juste nous. Je suis le père, voici la mère, et nous sommes là. Il nous a appelés il y a 20 minutes et il a dit
Papa, je me suis garé au rang de bateau et j'ai fait une erreur. J'ai essayé de sortir de la voiture et j'ai glissé. Oui, il nous a appelés en panique. Je suis juste contente qu'il n'ait pas été blessé. Alors tu n'es pas blessé, hein? Tu vas bien? Non, juste un peu froid, c'est tout. Un peu de fierté aussi, je suppose. Et probablement $7000. D'accord. Bien, mec. T'as ta carte d'identité? Permis de conduire? Oui, heureusement. Qu'est-ce que tu faisais ici, Brian? Eh bien, je me sentais comme si j'avais besoin de sortir. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me garer ici et juste me détendre un peu? Juste me détendre et réfléchir. Et je me suis garé au rang de bateau. Et je pensais que ce serait facile de sortir. Mais quand j'ai essayé, je l'ai mis. Où tu t'es garé exactement? T'étais un peu en bas de la colline? Oui, juste un peu. Et quand tu es remonté, vas-y. Quand je suis remonté, j'ai essayé de le passer en mode drive. Mais ça n'a pas monté. Alors j'ai essayé de passer en mode low gear, en le secouant un peu. Mais ça n'a pas marché. T'étais face à la pente descendante? Non, j'étais face à la montée. D'accord, oui, vraiment bien. Je vois la propulsion des roues arrière, je pensais qu'elles allaient pouvoir pousser. D'accord. Mais oui, après ça a glissé dans la rivière. J'ai pu sortir parce que c'était pas un accident, il a juste... C'est comme s'il l'avait garé dans l'eau et n'a pas pu repartir. Il a perdu de la traction, il semble. Il est vraiment descendu dans l'eau. Il n'est pas blessé du tout. Alors, je me demande comment il va sortir la voiture, si c'est possible. Je vais le ramener à la maison et on reviendra ici après. Ok. On va trouver le chauffeur du magasin d'animaux. Merci. Après avoir ramené Brian chez lui pour qu'il mette un pantalon et se réchauffe, les Coy retournent sur les lieux, au quai de bateau, vers 3 heures du matin. Et c'est là que les Coys prennent une tournure. L'équipe qui récupère la berline de Brian Jr. du fleuve Colorado vient de repérer quelque chose de troublant. Policier, l'arrière de celui-ci, qui dégouline un peu juste sous la plaque d'immatriculation. Une petite zone juste là, beaucoup de rouge. On dirait du sang. Coy, le père. Quoi? Policier. Ouais, je ne sais pas si ton fils s'est blessé en sortant de la... Policier. C'est une bonne question, c'est pour ça que je demande. Il est à la maison? On devrait vérifier s'il n'a pas une coupure quelque part qu'il n'aurait pas remarqué, peut-être à cause de l'adrénaline. Demande-lui de faire un petit check-up. Assurez-vous qu'il va bien. Terry, la maman. Brian. Il y a du sang dessus? C'est vrai? Policier. On n'est pas sûr. On dirait quelque chose de rouge sous la plaque d'immatriculation. Une tache rouge, similaire à du sang. Brian Choey. Oh non. Terry. Mais tu n'es pas blessé? Tu n'as pas de coupure? Brian Coy. Non. Je ne sais pas ce qui pourrait causer du sang ou quoi que ce soit d'autre sur le pare-choc, mais je ne suis pas blessé. Terry. D'accord. Je vais te rappeler. Policier. Ouf. Il fait froid ici. Tout va bien? Et la voiture? Elle est en bon état? Coy. Non, Brian, on essaie de la sortir. On doit la réattacher et réessayer. Policier. Tu as du mal à sortir ta voiture, mec. Coy. D'accord, on te rappellera. On te rappellera dans un peu. Je vais déplacer ma voiture. Policier. Ouais, c'est difficile de déplacer ces airbags. Je dois déplacer ma voiture pour le conducteur. D'accord. Les policiers n'ont pas approfondi le sujet et ont permis aux parents de retourner chez eux, bien que des doutes aient commencé à germer dans leur esprit. Le lendemain, alors que le père de Barajan nettoyait l'intérieur du véhicule inondé, il tomba sur un objet. Un objet qui allait tout changer. Un portefeuille appartenant à Warren Barnes. Pendant ce temps, le lecteur était considéré comme disparu. Cependant, personne ne soupçonnait encore que son destin était déjà scellé. Terry Choey, la mère de Brian, décida de ranger la chambre de son fils. Les événements de la nuit précédente continuaient à la hanter. Elle voulait remettre de l'ordre autour d'elle pour chasser les pensées obsédantes. Elle ne se doutait pas qu'elle allait faire une découverte terrifiante. En nettoyant, son regard fut attiré par un sac blanc dissimulé dans un contenant en plastique dans l'armoire. Lorsqu'elle le souleva, elle sentit qu'il était anormalement lourd. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait de déchets ou d'objets sans importance. Mais le poids était bien trop important. En silence, elle transporta le sac dans la cuisine et l'ouvrit avec précaution. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Entre les couches de plastique, elle aperçut une tête humaine et des mains.
Elle resta figée. Terry s'efforça de garder son calme. Lentement, elle reposa le sac dans l'évier, détournant les yeux de ce qu'elle venait de découvrir. Elle n'arrivait pas à y croire. À cet instant précis, Brian était devant la maison. Terry, bien que terrifiée, tenta de ne rien laisser paraître. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Réprimant sa panique, elle saisit son téléphone et composa calmement le numéro des urgences. « 911 numéro d'urgence. Ici Joanne. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais signaler un incident. J'ai trouvé quelque chose dans l'armoire de mon fils, enveloppé dans un sac en plastique. Que voulez-vous dire par « quelque chose » ? Je crois que c'est une tête humaine. Pardon ? Vous dites une tête humaine ? Oui. Je pense que c'est une tête humaine. La police est arrivée rapidement, mais sans sirènes allumées. Oh my God, I can't believe it! It's not me in that car, you know? I can't believe it! Oh, oh my God! Ça vient de qui? De ce gars qui a disparu récemment. Quel gars? Warren Brown. Warren Brown, quand a-t-il disparu? La nuit du 27. La nuit du 27? D'accord. Et comment avez-vous fini par vous retrouver avec lui? Je l'ai tué. Avec quoi? Un couteau. Pourquoi avez-vous fait ça? J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. D'accord. Où est-ce que vous avez fait ça? Sous le pont. Quel pont? Celui après? D'accord. Près de l'intersection étrange? Après une rapide vérification du contenu macabre du sac, il n'y avait plus aucun doute. Celui-ci contenait la tête de Warren Barnes, un homme récemment signalé disparu. Andy, reste avec ta mère et prends-la dans tes bras. La maison est vide. J'avais un mauvais pressentiment à propos de ce qui s'est passé ce week-end. Elle m'a appelé et m'a dit qu'elle avait trouvé un sac dans son placard. Elle m'a dit de venir immédiatement. J'ai recouvert ça avec une serviette. Je ne voulais pas qu'il voie et commence à s'enfuir. Je ne veux pas regarder ça. Oh oui. La tête et les mains de Warren Barnes ont été sécurisées par les fonctionnaires. Brian, transporté au commissariat, devait être interrogé. Il a été amené dans la salle d'ombre de coups portés au cou et de la façon dont il avait ouvert son ventre pour examiner ses entrailles. Il a ajouté que pendant tout l'acte, il était tellement excité qu'il avait, pour une raison quelconque, commencé à émettre des bruits animaux en tuant. À un moment de l'interrogatoire, Brian avoua qu'il avait longtemps fantasmé sur le meurtre. Il cherchait une victime facile, quelqu'un que personne ne chercherait. C'est pourquoi il s'en est pris à Warren. Le garçon resta impassible tout au long de l'interrogatoire. Il riait, ne demandait pas de conséquences, ne tentait pas de se défendre. À chaque question, il répondait de manière précise, détaillant chaque aspect. Pendant l'interrogatoire, les enquêteurs reçurent les résultats des premières analyses criminelles. Il a été déterminé que sur le couteau trouvé dans la voiture de Brian, des traces de sang appartenant à Warren Barnes avaient été détectées. Les psychologues impliqués dans l'affaire ont remarqué un manque total d'empathie, un ton froid et une distance émotionnelle avec laquelle Brian parlait du crime. Cela indiquait des troubles mentaux graves, mais en même temps, il ne faisait aucun doute qu'il était responsable de ses actes. Le jeune homme agissait en pleine conscience. Lors des interrogatoires suivants, Brian Coy commença peu à peu à dévoiler plus de détails sur ce qui l'avait poussé au meurtre. Les détectives tentèrent de comprendre si son acte était le résultat d'une impulsion ou d'une action soigneusement planifiée. Il déclara avoir planifié le meurtre pendant plusieurs mois. Il avait consulté des documents sur les tueurs en série, analysé les méthodes de meurtre et avait même lu des manuels d'anatomie pour comprendre comment ôter efficacement la vie à quelqu'un. Les cas de meurtres brutaux le fascinaient et il disait vouloir les comprendre à un niveau plus profond. À la fin des interrogatoires,
Les enquêteurs avaient réuni des preuves accablantes. Tant son aveu de culpabilité que les traces de l'ADN recueillies et les résultats de l'autopsie étaient clairs. Le procureur porta rapidement des accusations formelles contre Brian. Meurtre au premier degré avec préméditation, profanation de cadavres et obstruction à l'enquête en manipulant des preuves. Dans la cellule pré-procédurale, Brian se comportait de la même manière qu'au cours des interrogatoires, calme, réservé, distant. Lorsqu'on lui demanda s'il regrettait ce qu'il avait fait, il répondit « Je ne sais pas ce que je devrais ressentir ». Le procureur et la défense se préparaient pour le procès. Il allait bientôt être déterminé si le tribunal considérait Brian comme pleinement responsable au moment du crime. Malgré l'absence de remords et les témoignages froids du jeune homme, son avocat affirmait que son comportement était le résultat de troubles mentaux graves. Le procès attira une grande attention médiatique. Les médias parlèrent de la brutalité du crime, tout en soulignant l'absence d'émotion et le comportement de Brian. De nombreux habitants de Grand Junction réclamaient la peine la plus sévère. Des témoins furent appelés à la barre, notamment la propriétaire d'un salon de mariage, Madame Monique, qui avait été la première à signaler la disparition de l'homme. La mère du jeune homme, lors de son témoignage, sa voix se brisa plusieurs fois, et des larmes coulaient spontanément sur ses joues. On peut seulement imaginer combien ce moment fut difficile pour elle. Elle devait faire face à son propre enfant, déchiré entre l'amour et son devoir moral envers la victime. Le garçon n'a presque montré aucune émotion pendant tout le procès. Il observait tout comme s'il était derrière une caméra, souriait et semblait indifférent à son sort. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de demander une libération conditionnelle. Dans le passage entre le salon de robe de mariée et la librairie, où Warren passait des heures à lire, se trouve maintenant une chaise en métal sur laquelle est empilé un tas de livres. Sur l'un d'eux, on peut lire une simple inscription « À toi aussi », les mots que l'homme répétait à chaque personne qui lui souhaitait une bonne journée. C'est un doux rappel qu'il est important de remarquer ceux que l'on pourrait facilement ignorer au quotidien, car ils ont une histoire. Parfois, ils peuvent apporter plus à la vie des autres qu'on ne pourrait l'imaginer.